d'abord, avant que je reprenne la parole pour présenter très rapidement cette soirée, je vais demander à Henri Cohen, qui est le président du Bnei d'Antony, de prendre la parole. Il a un message à vous communiquer. Monsieur le Président. Merci Edmond. D'abord, nous remercions la communauté juive d'Antony de nous avoir associés à cette manifestation. Et notre présence ici témoigne de notre soutien sans faille à l'action de Philippe Karsenty, le soutien et de la gratitude pour le travail qu'il fait. Alors pourquoi Edmond me donne la parole? C'est pour annoncer une conférence qui aura lieu jeudi soir prochain 15 à 20h30 à la synagogue au centre communautaire de Fontenay-aux-Roses, qui sera sur le thème « Juifs et berbères, une histoire depuis l'Antiquité, une histoire méconnue ». Et c'est notre ami Jacques Simon, qui est ici présent d'ailleurs, qui est un historien et directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Algérie contemporaine, qui va nous faire cette conférence la semaine prochaine. Donc jeudi soir, 20h30, au centre communautaire de Fontenay-aux-Roses. Le 16 alors. Le 16. 16, oui, j'ai dit 15. Merci. Je vois que vous écoutez, c'est très bien. Donc, jeudi soir, 16, 20h30, 17 avenue Paul Langevin, au centre communautaire de Fontenay-aux-Roses. Et j'en profite pour vous dire 3 mots sur le Bnei Brit. Le Bnei Brit est une association juive et laïque à la fois, qui a 3 axes d'action principaux qui sont la défense de la lutte contre l'antisémitisme, la défense d'Israël et l'insertion dans la cité en association avec les autres associations démocratiques, les Arméniens, selon les circonstances, ni putes ni soumis, ça dépend des cas. Donc tout ce qui est démocratique. Et localement, on a une action internationale, c'est-à-dire au niveau de l'ONU, de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, de Mercosur, donc en Amérique latine. On est présent dans 58 pays. Et on est aussi présent localement pour des actions culturelles ou de bienfaisance. Voilà. Bon, l'affaire El Noura, je peux en parler parce qu'on a un témoin privilégié. Je voulais d'abord remercier Michel Abarov, qui est de Bourg-la-Reine, c'est cela, qui a été l'intermédiaire, Paul Fellous aussi, l'intermédiaire pour avoir les contacts avec Philippe Karsenty, ce qui m'a permis de reprendre immédiatement l'affaire, le flambeau, et de mener à cette soirée. Merci d'être venu. Bon, c'est un sujet important. Moi, je me rappelle, ça m'a pourri la vie. Ça nous donne pas de désespoir, mais de la désespérance. Et alors là, maintenant, vous savez, je vais lui donner très vite la parole, un témoin capital, même, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je vois 3 raisons pour lesquelles on est là. Parce que face à la désinformation, à l'agression constante, systématique, organisée que subit Israël, et souvent par un métier qu'on dit le 4e pouvoir qu'on appelle le journalisme, personne n'a dit qui est le pouvoir, qui est le contre-pouvoir des journalistes, ça m'a toujours un peu surpris, alors que se disent eux-mêmes contre-pouvoir. Bon bref, malgré tout ça, je dis il y a 3 raisons pour lesquelles moi personnellement je suis là. La première, c'est que je vais un petit peu mieux comprendre que ce que je sais. La deuxième raison, c'est que je veux savoir comment un homme comme Philippe Karsenty a réussi à disséquer cette affaire. Parce que ce n'est pas évident. Quelles sont ses forces et faiblesses? Quels sont les appuis qu'il a eus? Quels sont les empêchements d'avancer qu'il a eus? On ne s'attaque pas à France 2 comme ça. On ne lit pas avec France 2 qui est une organisation qui a tout pour elle, ne serait-ce que des écrans chez nous, qui a tout. Comment il a fait? Donc ça, pour moi, ça me passionne. La troisième raison, c'est que le minimum qu'on puisse faire, c'est encourager un homme qui a tout laissé pour s'occuper de cette affaire. Je dis que c'est pour la gloire d'Israël, je dis que c'est pour la gloire du peuple juif, qui nous permettra de mieux comprendre les autres agressions qui ne manqueront pas de se préparer. Donc que celles-ci servent de leçon et nous servent aussi d'exemple pour ne pas avoir peur face à l'agressivité des autres. Donc je crois que cette troisième raison est aussi importante. Alors c'est Philippe Alexandre, il a Philippe Karsenty, il a 44 ans, il est adjoint au maire de Neuilly, et je dirais que c'est un combattant de la liberté. Je ne vais pas aller plus loin. Merci infiniment. Merci beaucoup Edmond. Merci Patrice. Patrice est un ami de plus de 20 ans.
Et merci à vous tous. Je reconnais des gens dans cette salle que je connais depuis longtemps aussi. Vous m'entendez pas assez fort? Ça va mieux là? Donc merci à tous. Vraiment, je suis ravi d'être là. C'est probablement une des dernières présentations que je vais faire dans la région parisienne avant un bout de temps. Donc je suis ravi d'avoir une salle assez pleine. Alors, vous connaissez donc cette image. Cette image, elle date donc d'il y a maintenant plus de 10 ans. C'est le 30 septembre 2000 qu'elle a été diffusée. Ce que je vais vous démontrer ensuite, ce n'est pas une hypothèse contre une autre, c'est une démonstration qui a été acceptée dans 2 cours de justice en France, dans de très nombreuses universités et dans une trentaine de pays dans le monde entier. Alors, cette image du 30 septembre 2000, c'est le début de la seconde intifada, c'est aussi un an avant le 11 septembre, et vous verrez plus tard que Ben Laden a utilisé abondamment ces images pour inciter à la haine dans l'année qui a précédé le 11 septembre dans ses clips de recrutement. Et c'est aussi l'image qui a servi, par exemple, à justifier la décapitation de Daniel Pearl, et vous verrez aussi quelques images liées à cet assassinat. Alors, dans cette affaire-là, pour être précis, ce n'est pas moi qui ai découvert la vérité, je tiens à être très très clair là-dessus. Ce sont d'abord 2 chercheurs israéliens, le premier c'est Nahum Sha'af, et le deuxième c'est Yosef Dorian, qui ont découvert ça très très vite. Dans les semaines qui ont suivi la diffusion du reportage, ils se sont aperçus que c'était un bidonnage. Ensuite, il y a eu des gens comme Stéphane Juffa de MENA, Gérard Hubert, un psychanalyste qui avait écrit un livre qui s'appelait Contre-expertise d'une mise en scène, une journaliste allemande qui s'appelle Esther Shapira, un journaliste américain, enfin un historien américain qui s'appelle Richard Landes. Donc il y a eu tout un tas de gens comme ça qui ont enquêté. Moi, je ne suis arrivé qu'à partir de 2002, j'ai repris leurs travaux, j'ai été assez étonné par le concept du fait que c'était une mise en scène, puisque je répète, mon affirmation sur cette image, c'est que c'est le résultat d'une pure et simple mise en scène, que ce ne sont que des acteurs qui jouent dans l'intégralité du reportage de France 2. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Et donc j'ai repris leurs travaux, je suis allé enquêter un petit peu plus loin, je suis allé voir d'autres éléments, d'autres images, d'autres documents, et je suis arrivé aux mêmes conclusions qu'eux, et c'est donc pour ça que je suis là ce soir pour vous les présenter. Alors, on a, au bout de 10 ans, plus d'une centaine de preuves de la mise en scène. Dans la partie adverse, A, 0 preuve pour affirmer ce qu'ils affirment, donc le fait que c'est un reportage authentique. Donc on est à 100 contre 0 actuellement, 10 ans après, alors que ce sont eux les accusateurs. Les sources que vous allez voir, les documents que vous allez voir n'ont jamais été contestés par qui que ce soit, ni en justice, ni par France 2, ni par qui que ce soit d'autre, ni par les experts qu'on a présentés. On se base sur des expertises balistiques, biométriques, médico-légales et même graphologiques. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire une présentation dans un temps limité, environ une quarantaine de minutes. Donc on verra à peu près peut-être 30% des documents, des preuves. Ensuite, si vous avez d'autres questions, bien évidemment, je répondrai à toutes. On prendra vos questions à la fin. Je vous demande de tout garder à la fin, de ne pas interrompre la présentation. Et s'il y a des éléments qui vous posent problème, on pourra aller rechercher d'autres images, puisqu'il y en a dans cette clé USB qui est là, et j'en ai aussi dans mon ordinateur. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais envie de vous dire avant de commencer. Donc on va pouvoir y aller. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse éteindre les lumières qui sont là. Celles qui sont là. Voilà. Non, vous pouvez laisser vos portables, ne me dérange pas. Non, on n'a pas demandé de les éteindre. Juste les lumières. Ici. Hein. Tout est dirigé du rez-de-chaussée. Voilà pourquoi. D'accord. On va prendre quelques secondes. Vous la connaissez tous, cette image? Oui, ok, c'est intéressant parce que quand je fais des présentations quelquefois à des plus jeunes publics, ils ont quelquefois, ça leur a passé au-dessus de la tête, et surtout à l'étranger. On s'aperçoit qu'à l'étranger, dans certains pays, cette image n'est pas connue alors que c'est une image qui a fait des ravages dans le monde entier. Alors on va attendre que ceux qui ont eu la gentillesse d'aller éteindre les lumières remontent. Alors, pour être précis, donc, je vais vous montrer ce reportage qui fait 50 secondes, et je vous demande de le regarder à 100%. Ce que j'affirme, c'est que 100% des 50 secondes sont une mise en scène. Voilà. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente
de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Voilà, donc ça c'est l'image finale du reportage. Alors la version des faits du journaliste de France 2, les soldats se trouvaient à une distance de 80 mètres du père et de l'enfant. Les soldats israéliens ont tiré sans discontinuer sur le père et l'enfant pendant 45 minutes. Alors, juste pour vous dire, en termes de bon sens, déjà, avant même d'enquêter et d'aller plus loin, c'est totalement absurde. Imaginez le père et l'enfant, on va dire que c'est l'équivalent de cette surface blanche, à une distance de 80 mètres. Si vous demandez à n'importe quel soldat ou personne qui a déjà touché une arme, à 80 mètres, une cible comme ça, on l'a en une balle ou deux balles. 45 minutes pour atteindre une cible comme ça, c'est absurde. Ensuite, on nous dit que le père a reçu 12 balles et a été grièvement blessé. Et enfin, que le garçon a reçu 3 balles et qu'il en est mort. Alors, quand on regarde la photo finale, on s'aperçoit que malgré les 45 minutes de tir, il n'y a que 8 impacts de balles sur le mur, et que malgré les 15 balles qu'ils auraient reçues à eux, il n'y a pas une goutte de sang, ni sur leurs vêtements, ni sur le mur, ni sur leur corps. Alors, on va procéder par étapes. On va d'abord voir l'exploitation mondiale du reportage, comment cela a été exploité à travers les médias et dans le monde musulman principalement, qui sont les principaux protagonistes de cette affaire, et enfin, 5 questions-réponses qui démontrent l'incohérence de la version de France 2. Alors, l'exploitation mondiale du reportage, voilà, on a d'abord eu donc des dessins dans les journaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Ariel Sharon n'est même pas Premier ministre, il est juste chef de l'opposition, c'est lui qu'on met là. Ensuite, vous avez eu la fameuse comparaison de Catherine Ney qui disait que l'enfant Mohamed Al-Doura effaçait l'enfant du ghetto de Varsovie. C'était pour dire que les nouveaux nazis de notre génération étaient les descendants des victimes du nazisme. Donc ça permettait à bon nombre de Français de se déculpabiliser du comportement qu'ont pu avoir les autorités françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a eu dans tous les pays arabes et musulmans d'éteindre. Ça a commencé par l'Iran, le Soudan, l'Irak de Saddam Hussein, le Yémen, et ça allait même jusqu'à l'Égypte, la Jordanie, donc des plus extrémistes aux, entre guillemets, les plus modérés. Voilà la cassette de recrutement, enfin un extrait de la cassette de recrutement de Ben Laden qui a été faite, donc je répète, 1 an avant le 11 septembre. Voilà, à Gaza, le ministère de la Santé, c'est le martyr Mohamed Al-Doura. À Tunis, c'est la rue Mohamed Al-Doura, le martyr palestinien. Ça, c'est la vidéo de la décapitation de Daniel Pearl. Vous ne verrez pas les images de la décapitation, mais vous allez voir les images dans lesquelles les terroristes justifient l'assassinat de Daniel Pearl. Der amerikanische Journalist Daniel Pearl war Jude. Seine Henker zwangen ihn, Israel als Kindermörder anzuprangern. Wenige Minuten später trennten sie ihm vor laufender Kamera den Kopf ab und stellten die Bilder ins Internet. Vous voyez que derrière, il y a le père avec sa jambe, et là, il y a écrit « Stop », mais c'est « Stop killing Palestinian children ». Et vous voyez le même poster derrière Marwan Barghouti. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les terroristes du Pakistan jusqu'à Ben Laden, jusqu'à Marwan Barghouti, utilisent le même poster « Stop killing Palestinian children ». Et c'est vraiment pour eux, je dirais, leur icône principale pour inciter à la haine contre Israël et les Juifs. Vous avez aussi le Hezbollah qui a fait un immense poster comme ça, en rajoutant une photo d'un soldat. Et vous voyez ici la taille de cet enfant, donc vous pouvez imaginer la taille de ce poster. Ça, c'est à Téhéran, en Iran. Vous voyez donc un immeuble avec une immense fresque comme ça. Et enfin, ça, c'est le monument le plus important qu'on ait trouvé à ce jour. C'est la place de l'enfant martyr de Palestine. C'est à Bamako, la capitale du Mali, en Afrique noire. Donc c'est véritablement aujourd'hui le monument le plus important, la place principale de Bamako, et c'est pour ça que c'est assez important d'imaginer que chaque Malien qui arrive en France a en mémoire, quand il pense à Israël, ce genre de choses. Alors, pourquoi je vous ai montré ça avant de passer aux principaux protagonistes? C'est pour vous expliquer pourquoi cette histoire est toujours si importante.
Parce que vous avez beaucoup de gens qui vous disent « Oh, c'est une vieille histoire, ça a 10 ans, ça n'a aucune importance ». Non, c'est très important, et ça continue à alimenter la haine dans le monde entier. Et à chaque génération, les Juifs ont eu à subir des accusations de crimes rituels à l'époque, les protocoles des sages de Sion, tout un tas de mensonges qui ont véritablement pesé sur la vie des Juifs et qui ont provoqué des massacres. Eh bien, cette photo a tué et continuera à tuer tant qu'on n'aura pas effacé, je dirais, on ne pourra pas effacer le message, mais au moins le corriger et faire en sorte que les gens reconnaissent que c'est une mise en scène. Et on verra plus tard ensuite que on pense, nous, à la base, que c'est quelque chose qui est en rapport uniquement avec Israël et les Juifs, mais c'est une erreur. Ça a à voir avec la démocratie française. Parce que ce bidonnage, cette mise en scène que je vais essayer de vous démontrer par la suite, elle continue à être défendue par les médias français, continue à être défendue par l'establishment français, et ça vous montre l'état de délabrement intellectuel de la société française. Ça vous dit à quel point la démocratie française est malade, parce que de la même façon que les nazis sont d'abord attaqués aux Juifs, les médias commencent à mentir sur les Juifs, sur Israël, et ensuite ils mentent sur tout le reste. Et comme les médias sont en train de devenir le pouvoir principal, on a un pouvoir qui est en train de dérailler complètement. Alors, qui sont les principaux protagonistes? On a d'abord Talal Abou Rahma, qui est le caméraman. Alors, c'est un caméraman arabe qui vit à Gaza. À l'époque, il travaillait pour CNN et pour France 2. Il a envoyé ces images à CNN. Le chef du bureau de CNN à Jérusalem a refusé de diffuser ces images en disant qu'il voulait des garanties d'authenticité. Charles Anderlin, qui est donc le journaliste lui, qui les a reçus en même temps, n'a pas eu la même prudence et il a décidé de monter ce reportage et de le commenter. Bon, comme vous le savez tous, donc, il est franco-israélien, il a fait son allié il y a 40 ans pour vivre en Israël. C'est en France le journaliste le plus respecté pour ce qui concerne le Proche-Orient, c'est véritablement la voix de la France là-bas. Quand vous sortez de France, vous apercevez qu'il n'est plus rien. Tout le monde sait plus ou moins qu'il a bidonné sur ce reportage et sur d'autres. Donc il faut vraiment savoir qu'il n'y a qu'en France, dans cette petite îlot dans lesquels la vérité ne franchit pas les murs du pays, les frontières, que Charles Anderlin est respecté et considéré comme un grand journaliste. Jamal Al-Noura, c'est le père de Mohamed Al-Noura. On nous dit qu'il a reçu 12 balles dans le corps, 12 balles d'armes de guerre. Et vous verrez, notamment plus tard, grâce au témoignage de Yehuda David, Jean-Luc Amsalem, pour ceux qui connaissent son papa ici, vous verrez que, en fin de compte, tout ça est faux. Et grâce notamment au témoignage de Yehuda David, Jean-Luc Amsalem, on a pu prouver que cette déclaration était fausse. Enfin, France 2, c'est la voix de la France, surtout en ce qui concerne la politique étrangère. C'est donc, je dirais, le porte-parole officiel du gouvernement français. Arlette Chameau n'était pas là au moment des faits quand ça a eu lieu en 2000, mais c'est elle qui a décidé d'engager une procédure judiciaire pour couvrir le bidonnage et pour faire en sorte que la justice serve à mettre un écran de fumée devant la vérité. Patrick de Carolis, lui non plus n'était pas là au moment des faits, il n'était même pas là au moment où la procédure a été lancée, mais c'est lui qui aussi a poursuivi la procédure judiciaire. Et en fin de compte, c'est une chaîne d'irresponsabilité. C'est le caméraman qui fait le bidonnage. Charles Anderlin est-il complice ou non? On ne peut pas l'affirmer à ce jour. En tout cas, il couvre, et on peut dire même s'il a été trompé. Derrière Arlette Chameau court, Patrick de Carolis court, et maintenant c'est Rémi Filmin qui court. On en reparlera plus tard si vous voulez. Alors, les sources des documents que vous allez voir n'ont jamais été contestés, comme je vous le disais. Il y a donc d'abord toutes les images qui ont été diffusées par France 2 qu'on a pu récupérer, plus les fameux rushs. Alors, dans cette affaire, je ne sais pas si vous êtes informé des états judiciaires, il y a eu plusieurs, je dirais, procès. La première chose, c'est que quand je suis allé voir France 2 dès 2002 pour leur demander de reconnaître la mise en scène, ils ne m'ont pas pris du tout au sérieux, ils m'ont dit, écoutez, on ne discute pas avec vous parce qu'on ne discute pas avec les négationnistes. Donc c'était un petit peu problématique. Donc pendant 2 ans, j'ai essayé d'engager un débat, de rencontrer des gens, et ça n'a absolument pas marché. Finalement, en 2002, voyant que France 2 menaçait d'attaquer en diffamation les gens qui les accuseraient d'avoir diffusé une mise en scène, je les ai donc provoqués en publiant un article en disant ce reportage était une pure et simple mise en scène, et si France 2 veut m'attaquer, ils sont les bienvenus. Ça a parfaitement marché, ils m'ont attaqué en diffamation dès décembre 2004, et derrière cela, le procès a eu lieu 2 ans plus tard, en septembre 2006. Le procès s'est assez bien passé, j'ai présenté certaines de mes preuves. France 2 n'a présenté aucune preuve, France 2 n'a juste fait que présenter des témoignages écrits, et notamment un témoignage écrit de Jacques Chirac, qui à l'époque président, qui disait que Charles Anderlin était un très grand journaliste très fiable. Le procureur de la République a dit que j'avais apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène et que je devais être relaxé, mais un mois plus tard, j'ai été condamné pour diffamation.
par le tribunal. On peut imaginer que l'influence de la lettre de Jacques Chirac est assez importante. On peut imaginer que tout un tas de réseaux ont été aussi importants pour soutenir Charles Anderlin et France 2. J'ai immédiatement fait appel et dès la première audience d'appel, puisque normalement on ne va avoir qu'une seule audience, mais l'audience a eu lieu en septembre 2007, et là les juges ont dit à France 2, mais attendez, dans les témoignages qu'on a pu voir que Karsanti a apportés, votre caméraman affirme avoir filmé 27 minutes de l'incident. Or, Karsanti s'est battu pendant des années pour obtenir ces 27 minutes, puisque vous avez 27 minutes qui prouvent la réalité de l'excès. Pourquoi ne les avez-vous pas apportées à la justice? Donc, le procès est interrompu et nous vous demandons d'apporter ces images à la Cour. Or, donc 2 mois plus tard, France 2 a apporté ces images. Au lieu d'apporter les 27 minutes, ils en ont effacé 9. Ils n'en ont présenté que 18, ce qui a déjà eu un mauvais effet pour la Cour. Et là, on a pu voir que dans ces 18 minutes de rush, il y avait 17 minutes d'images grotesques qui ne servent strictement à rien, plus 50 secondes que vous avez vues, plus 10 secondes qui sont très problématiques pour France 2, plus 3 secondes assez méconnues qui sont encore plus problématiques pour eux. Donc ça, c'est donc l'histoire des rushs. Ensuite, il y a eu donc la 3e séance qui a eu lieu en février 2008, qui a été le procès final, qui a été un combat entre France 2 et moi. J'avais mon avocat qui est Patrick Maisonneuve. France 2 avait comme avocat Francis Spinner. Je crois que c'est très très important de savoir qui est Francis Spinner. Francis Spinner, lors de mon procès, a dit que j'étais le croisement de Robert Faurisson, le négationniste, et Thierry Messant, celui qui dit que le 11 septembre était un travail fait par la CIA. Tout ça, c'est pour vous dire que quand vous voyez Francis Spinner invité dans des diverses manifestations juives, il faut savoir de qui on parle, qui est Francis Spinner. Donc 3 mois plus tard, j'ai gagné mon procès, puisque j'ai été relaxé en mai 2008. Et France 2 s'est pourvu en cassation, de même que Charles Anderlin. Ça fait 2 ans et demi. Il n'y a pas encore de décision qui a été rendue, mais on peut espérer que ce soit rendu dans le premier semestre 2011. Alors, dans les sources qui n'ont jamais été contestées, il y a aussi toutes les images qui ont été tournées par la société de presse et Reuters le même jour, au même endroit. Vous verrez que c'est assez édifiant et assez intéressant de voir que ce jour-là, tous ces caméramans qui étaient là ont vu certaines choses, mais certaines choses qu'ils ont vues sont très utiles pour notre démonstration. Toutes les déclarations publiques de Charles Anderlin et Talal Abou Arma qu'on a pu trouver. Et enfin, donc comme je vous dis, des expertises balistiques, biométriques, médico-légales et même graphologiques pour prouver que toutes ces images sont fausses. Alors, le contexte du carrefour de Netzarim, donc là où ça s'est produit. Alors là, vous avez donc le carrefour de route. Là, vous avez le fortin israélien, qui est un assez grand bâtiment, vous verrez, assez large. Là, vous avez une distance, comme on vous dit, de 80 mètres environ. Vous avez un baril en ciment avec le mur. Et là, vous avez donc un angle assez fort, environ 30 degrés. Alors, ça, c'est un document que le caméraman palestinien Talal Abou Arma a déposé au Centre palestinien des droits de l'homme. 3 jours après les faits, chose jamais vue par ailleurs, il est allé faire une déclaration sous serment pour raconter ce qu'il avait vu ce jour-là. Et donc il a raconté toute sa scène, on verra certaines de ses déclarations. Mais il a aussi fait un croquis, et on voit que ce croquis correspond assez fidèlement à l'image de la vue aérienne. Vous voyez donc le fortin israélien avec 2 tours, une distance, là c'est lui qui écrit 80 mètres, le baril, et lui affirme avoir été là pour filmer. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous verrez ensuite, c'est que dans la contestation que fait Charles Anderlin maintenant de notre démonstration, il dit que la vue aérienne qu'on montre ne correspond pas à la réalité. Vous voyez donc là que le caméraman dit que c'était la réalité, et vous verrez plus tard, même France 2, quand ils ont illustré les faits, ça on le verra plus tard, utiliser le même schéma. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est, comme je vous ai parlé du contexte. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Qu'est-ce qu'on tournait? Qu'est-ce qu'on filmait? L'intérêt de cette chose-là, c'est de répondre à une des accusations de France 2, qui revient aussi dans les accusations de Charles Anderlin, enfin dans la défense de Charles Anderlin, qui est de dire comment pouvez-vous imaginer qu'on ait tourné des mises en scène alors que ce jour-là c'était la guerre à Netzarim. Et moi ce que je vais vous montrer, c'est que ce jour-là ce n'était pas la guerre, c'était un jour de tournage où on tournait des scénettes de films qu'on appelle Pallywood, Palestinian Hollywood, et c'est donc ça. Donc vous voyez, là vous voyez le fortin. Imaginez donc, on tourne, on regarde, les caméramans sont dans cette zone-là et ils filment le fortin israélien qui est là. Et donc c'est Reuters comme vous avez pu voir. Donc là, le drapeau, le fortin qui fait tout ce bâtiment. Là, vous regardez que le garçon tombe. On appelle l'ambulance qui va arriver assez rapidement. Les caméramans aussi.
Vous voyez, l'ambulance arrive. Et regardez ce garçon. Alors qu'on met son ami dans une ambulance, il va, il tourne le dos israélien, il applaudit et il sourit. D'accord? Et cet homme qui est véritablement potentiellement un grand danger pour les Israéliens, puisqu'il a une arme et un treillis, personne ne s'intéresse à lui. Et vous voyez que tous les caméramans filment cette scène de façon incroyablement en tournant le dos aux Israéliens. Donc, alors on voit bien que c'est une scène qui n'a pas de sens. Alors, on va voir une autre scène. Voilà, une ambulance passe, quelqu'un passe tranquillement en vélo, et là, l'homme n'a même pas besoin d'être porté, il rentre en courant dans l'ambulance. Voilà, on va voir une troisième évacuation, une ambulance qui démarre un peu trop vite. Là, pour le coup, il est vraiment blessé. Voilà. Alors, de mémoire de téléspectateurs, je vais vous montrer une quatrième scène, j'en ai plusieurs, hein, comme ça, mais on va pas passer la soirée là-dessus. De mémoire de téléspectateurs, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir déjà vu souvent des gens, un homme recevoir une balle en direct à la télévision par accident? Je ne parle pas d'une célébrité, par exemple comme le président Kennedy qui était filmé, mais je parle d'un homme ordinaire qui marche, qui court, recevant une balle en direct. Probablement non, parce que ça n'arrive jamais, parce que les caméramans ne sont jamais au bon endroit. Or là, vous avez donc, nous-mêmes, nous sommes un caméraman, hein, parce que c'est la vue d'un caméraman, et vous avez un deuxième caméraman qui filme là. Et regardez, tous les deux filment un homme qui part, et qui court, et qui se jette dans l'air, qui fait comme s'il avait reçu une balle. Personne ne se couche, c'est-à-dire que si cet homme a vraiment reçu une balle en courant, ils sont tous en danger. Tout le monde s'en fiche. Voilà, l'ambulance arrive assez rapidement. Et là, sur la droite de l'écran, vous allez voir des caméramans qui tournent le dos à cette scène, qui trouvent que cette scène n'est pas assez intéressante et qui rigolent, et qui tranquillement, qui sourient. Donc, vous voyez, et là, on revoit le triple saut. Voilà. Donc si vraiment il prend une balle, tous ceux-là sont en danger. Donc vous voyez que ce jour-là, on ne tournait pas des vraies scènes de guerre, c'était une journée de tournage. Donc maintenant on va poser les 5 questions. Est-ce que la version de France 2 est crédible? Première question, qu'est-ce que Charles Anderlin a déclaré au sujet des images qu'il détient? Il a d'abord dit à Télérama, j'ai coupé l'agonie d'enfant, c'était trop insupportable. Ensuite, il a déclaré 3 ans plus tard, comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique. Et enfin, en 2005, sachant combien on me le reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupées. Ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est les 10 secondes. Je vous avais dit, il y a 17 minutes qui ne servent à rien, 50 secondes que vous avez vues, 10 secondes qui suivent la mort de l'enfant, entre guillemets. Donc regardez bien, imaginez bien là, selon la version de France 2, l'enfant est mort. Patrice, on a un problème, on sait qu'il y a normalement, là il y a une deuxième liste qu'on n'entend pas. Mais normalement on devrait l'entendre, on devrait entendre des bruits de balles, parce que là normalement il y a tout un bruitage de balles, on va le refaire, voilà. Donc là vous voyez l'enfant lève le coude, et alors qu'il est mort, il a son pied au-dessus du sol. Alors on va le revoir en gros, mais ce serait bien si on pouvait voir le son, parce que là il y a une deuxième liste qui ne passe pas du tout. Voilà. Donc non, on l'a toujours pas. L'enfant lève le coude, baisse le coude, voilà, et là vous avez les pieds au-dessus du sol. Bon, là normalement vous entendez des rafales de mitrailleuses qu'on n'entend pas, c'est dommage. Il y a un vrai problème de piste. Alors, donc ce qu'on voit, c'est que Charles Anderlin n'a pas dit la vérité, il ne dispose pas des images de l'agonie de l'enfant insupportable. En revanche, il dispose de 10 secondes d'images qui montrent l'enfant qui lève le coude et ensuite qui garde son pied au-dessus du sol, ce qui ne correspond pas à une image d'agonie. Deuxième scène, deuxième question, est-ce que la première scène du reportage est authentique? Alors, regardez bien cette première scène, il y a 3 incongruités. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Alors, la première incongruité, c'est le commentaire. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait que les Palestiniens tiraient avec des balles à blanc? Non. On ne vous le dit pas, mais en fin de compte, oui, parce que toute la journée, quand ils font leur fausse scène, leur mise en scène, ils tirent avec des balles à blanc parce qu'ils ne veulent pas se tuer tous. Donc là, Charles Anderlin, dans son commentaire, nous donne déjà un élément extrêmement grave qui révèle la nature de Palestinian Hollywood, de Pallywood. Deuxième chose, vous vous
souvenez, je vous disais que c'est très rare d'avoir un caméraman qui filme et qui sait exactement que quelqu'un va prendre une balle. Là, on a un caméraman qui sait que cet homme-là va prendre une balle puisqu'il l'a cadré exactement au milieu. Les Palestiniens ont tiré à balles. Et là, ce que vous voyez surtout aussi, c'est que l'ambulance arrive en 2 secondes. 2 secondes, si quelqu'un avait eu la chance d'avoir son téléphone qui avait sonné dans sa poche ce soir, c'est pour ça que je ne demandais pas les éteindre, vous auriez vu qu'il vous faut plus de 2 secondes pour décrocher un téléphone. Il faut plus de 2 secondes pour décrocher un téléphone, mais il faut moins de temps que cela pour arriver en ambulance. Alors, c'est exceptionnel de voir un caméraman qui sait qu'un homme va recevoir une balle. Mais vous allez voir que 2 caméramans ce jour-là le savaient, puisque vu sous un autre angle, encore avec le logo de France 2. Notre caméraman, les voici. Et là encore, il y a 3 choses absurdes. Donc le caméraman sait que cet homme-là va se prendre sa balle. Deuxième point, l'homme fait un bond dans ce sens-là alors qu'il prend une balle qui vient du camp israélien qui devrait le pousser vers la Jeep, mais il fait un bond dans l'autre sens. Et si vous regardez bien sur la droite, l'ambulance est partie avant même qu'il ait reçu la balle. Notre caméraman, les voici. Donc là, il se tient sa jambe droite, prétend avoir une balle sur la jambe droite. On va le traîner sur le sol sur sa jambe droite. Il ne va y laisser aucune trace de sang. On va le porter, on va voir que là, il n'y a aucune trace de sang. Et on va le poser sur la civière, sur la jambe droite, et il ne se plaint pas. Alors, j'ai mis 2 caméramens, en fin de compte, il y en avait un 3e. Et là, vous voyez, à droite, l'ambulance, on la voit mal, la Jeep. Et là, à gauche, qu'est-ce qu'on voit grâce au 3e caméraman? Le père et l'enfant, qui sont derrière le baril. Donc, au moment où on tourne cette scène grotesque, le père et l'enfant sont déjà là. Alors, je reconnais qu'on ne les voit pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'autres images pour le voir. Et ces images nous sont fournies par France 2, puisque France 2, lors du procès en appel, a produit un petit DVD de 15 minutes dont je vais vous montrer quelques secondes, où il parle justement du fait que le père et l'enfant sont déjà là où on tourne cette scène. Donc vous voyez que l'homme qui a soi-disant pris sa balle dans la jambe droite est là. Écoutez bien, c'est donc France 2, ce sont des images de France 2. Et dernier point important de voir de la manipulation que France 2 a tenté au tribunal, c'est qu'au moment où les images sont au ralenti, normalement quand on a du ralenti, il n'y a pas de son sur des images au ralenti, vous l'avez déjà remarqué. En revanche, France 2 a couvert le ralenti par des bruits de balles et par des cris pour manipuler les juges. Et ça, vous en rendrez compte, je vous le ferai remarquer comme ça passera. Donc là, on est au ralenti, mais vous voyez, il y a tous ces bruits. On retrouve les images de France 2 déjà vues. Regardez cette homme qui fin de fume l'évacuation. tranquillement, là. Celui-là va cracher parce que ça fait aussi. Un autre chauffeur prend le volant, la Land Rover redémarre. Là, vous allez voir le ralenti et vous allez voir le couper le son. Dans leur fuite, ces hommes passent devant Mohamed Al-Noura et son père Jamal, cachés derrière ce qui ressemble à un cylindre en béton. Regardez tous ces bruits de balles et de manipulation. Et là, regardez l'homme qui fume tranquillement. Là, c'est juste moi qui ai fait un petit ralenti pour vous le montrer. Donc au moment où celui-là fume tranquillement, on nous fait croire que le père et l'enfant sont derrière en train de se faire cribler de balles. Celui-là aussi. Voilà. Donc la première scène du reportage n'est pas authentique. Maintenant, on va voir la provenance des balles. Quelle est la provenance des balles qui auraient été tirées vers les Al-Noura? Alors le caméraman Talal Abou-Rahma est allé faire sa déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme et il a déclaré: j'ai passé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45 minutes. Je peux confirmer que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid et que son père a été blessé par l'armée israélienne. Enfin, la tuerie a duré pendant 45 minutes. Donc il confirme tout ça, 45 minutes de tir sur le père et l'enfant, ce qui est complètement absurde pour tous les gens qui ont déjà touché une arme, et aussi les 27 minutes de film qui vont nous être bien utiles quant au procès qui n'apporteront que 18 minutes. Alors, un an plus tard, il a été interrogé par une télévision allemande, et voilà ce qu'il a déclaré sur les images, sur la fusillade. I never saw shooting in my life like this. 45 minutes shooting in the morning. Donc 45 minutes à tirer sur le garçon. Alors, 45 minutes, vous avez 8 impacts de balles. D'accord? Donc ça fait moins d'une balle toutes les 5 minutes. Imaginez la taille de ce mur, enfin, c'est complètement grotesque. Alors, on a un rapport balistique qui fait 90 pages. Si les gens sont intéressés, à la fin, je mettrai mon adresse mail, vous pourrez m'envoyer un mail et je pourrai vous envoyer ce rapport balistique. Et tout un tas d'autres documents. Et notamment, il démontre que la forme des balles, la forme des impacts est ronde. Donc les impacts ronds dans le mur prouvent que les tirs sont perpendiculaires. Si les tirs étaient venus de la position israélienne en angle, comme par exemple sur les portes en bois là-bas, les formes sur le mur seraient ovales. On aurait une forme ovoïde des impacts de balles.
Ensuite, quand vous regardez le père et l'enfant, malgré les 15 balles qu'ils ont reçues, pas une goutte de sang. Et chose importante aussi, c'est que le père est censé avoir reçu 15 balles de l'angle là-bas, il ne bouge pas d'un centimètre. C'est absolument impossible. Si quelqu'un prend 15 balles en angle comme ça, il devrait être déplacé de 5 mm. Alors maintenant, on va écouter ce que nous en dit Charles Anderlin. All the witnesses I talked to told me the shooting was coming from the direction or from the Israeli position itself. Alors, il nous dit tous les témoins. Alors, comme je vous l'ai dit, au tribunal, France 2 n'a apporté aucune image. Ils n'ont apporté que des témoignages. Alors, je voudrais vous faire lire quelques extraits de leurs témoignages. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. Il y avait un avion qui tirait d'en haut. Le camp militaire israélien se trouvait exactement en phase 2. Il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc, avion, missiles, hélicoptères, anti-tanks, tout. Et malgré ça, 8 impacts de balles et pas une goutte de sang. C'est totalement grotesque. Comme je vous le rappelle, je vous avais dit qu'on avait donc la vue aérienne, le croquis du caméraman, on a même un croquis de France 2. Vous voyez, donc il répète la même position israélienne, le même angle, avec le père et l'enfant. Chose incroyable, ce que vous allez voir maintenant, ce sont 2 prises de vue prises par des caméramans que vous n'avez pas encore vues. Donc le père et l'enfant sont là, le caméraman de Reuters est là à 1 mètre du père et de l'enfant, et Associated Press est là à 2 mètres. Donc vous allez voir une image avec, imaginez que pour moi par exemple le caméraman de Reuters, le père et l'enfant sont à côté de moi à 1 mètre. Voilà. Donc regardez bien. Voilà. Donc c'est Reuters, vous voyez cet homme à vélo tranquille. Regardez. Là, c'est 4 hommes tranquillement. Là, on a une ambulance, là, on est bien devant le fortin israélien, on est bien à côté du père et de l'enfant. On a un homme qui passe en ambulance, quelqu'un passe à vélo. Rendez-vous compte, à cet instant précis, le père et l'enfant sont derrière, à côté. Là, vous voyez ces 4 hommes là, qui ont l'air vraiment de craindre absolument rien. Et sur la gauche, là, vous allez voir le baril, un tout petit peu le baril. Parce qu'on est tellement près du père et de l'enfant qu'on ne peut pas voir grand-chose. Vous voyez le baril là, sur la gauche? Et donc, il y a toujours ces bruits de balles incessants. Vous voyez, là, déjà du le baril est là. On va même voir le père voilà, qui bouge la pierre, et là, avec la main, et on voit un homme au téléphone, là, la pierre qui est sur le baril, quelqu'un à vélo, là on voit quelqu'un qui court, et on voit, et là on va entendre le père et l'enfant parler, on va même voir leurs mains bouger. Ok, donc là vous pouvez me dire, d'accord, on a entendu une voix, on a vu une main, on ne peut pas savoir que c'est le père et l'enfant. Je suis d'accord avec vous parce que c'était tellement près. Maintenant, ce qu'on va voir, ce sont des images de la Associated Press. Vous voyez toujours l'homme à vélo, là, vous voyez, voilà. Et là, vous reconnaissez la chemise du père et de l'enfant, du garçon, bleu et blanc, je ne sais pas si vous la voyez bien, il est juste là. Et regardez, cet homme-là court, il vient se mettre derrière le père et l'enfant. Il y en a 2 devant lui, il y a le caméraman de Reuters, celui-là, et il y a 3 caméramans qui sont derrière. Et là, donc, ça continue. On continue à avoir cette balle, c'est ça. Regardez. Et donc là, tout ça, c'est le fortin israélien. On verra bien évidemment jamais aucune balle partir du fortin israélien. Regardez tout ça, le fortin. Et regardez surtout ce qui est en face du fortin israélien. Voilà. Donc en face du fortin israélien, alors qu'on est en train de nous expliquer qu'ils sont en train de tirer sur tout le monde et de tuer tout le monde, il y a un caméraman avec son trépied et son assistant. Face. Donc si les Israéliens sont en train de tuer tout le monde, eux ils sont morts en premier. Alors maintenant je voudrais vous montrer certaines images qui viennent de France 2, parce que vous pouvez me dire, ah oui mais on n'était pas sûr que c'était exactement le père et l'enfant avec la petite chemise blanche et bleue, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Donc écoutez bien, c'est France 2. Il est plus probable qu'ils aient été tués par des Palestiniens que par des Israéliens. Ça, c'est un général israélien. Toute chose que démentent les Palestiniens. Dès le lendemain, le général Osama El-Ali de la police palestinienne affirmait que ce sont des balles de mitrailleuses israéliennes qui ont tué le petit Mohamed. Mais à Tel Aviv, le général Samia a présenté quelques images du lieu du drame, tournées par un autre caméraman. Ça, c'est ce qu'on a vu là. Les voici. Avec celle de France 2. Donc la même scène tournée grâce à 2 caméramans. Le petit Mohamed et son père se trouvent en bas à gauche de l'écran avec un caméraman. La position israélienne est devant, sous les immeubles blancs. Voilà. Donc vous voyez,
Et donc c'est bien confirmé, c'est bien le père et l'enfant qui est là, avec 2 caméramens. Mais il y a une chose intéressante, c'est aussi que le général Oussama El Ali nous apprend que les Israéliens ont tiré à la mitrailleuse. Or, il y a une règle absolue dans l'armée israélienne, c'est qu'on ne tire jamais à la mitrailleuse, on tire au coup partant. Donc on est dans le mensonge absolu. Alors on va voir une autre partie d'un reportage de France 2. Les Israéliens veulent savoir pourquoi les caméramens présents sur place n'ont pas apporté d'aide à Jamal et à Mohamed. La réponse, selon les intéressés, les tirs venus notamment de la position israélienne rendaient tout déplacement dangereux, voire mortel. Voilà, c'était pour vous rendre compte comment on rajoute des mensonges pour couvrir des mensonges. Tout déplacement dangereux, mortel. Or, le père et l'enfant, qui étaient probablement un petit peu protégés par le baril en ciment, absolument rien pour les protéger, ils sont véritablement dans la ligne de tir des Israéliens. Donc aucune balle des Israéliens qui aurait été tirée vers la Noura ne fut tirée du fortin israélien. Je crois que c'est très important de voir ça. Et l'expertise balistique le confirme à 100%. Alors maintenant, les 2 dernières questions, que s'est-il passé avec le père et que s'est-il passé avec l'enfant? Donc Jamal, c'est le père, on va écouter ce qu'il disait 1 an plus tard sur Canal+. Il y a 1 an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Donc 12 balles, vous avez vu sa cicatrice au bras. On va écouter ce qu'il nous dit ensuite. 12 Geschosse sind in meinen Körper eingedrungen. Mein Unterkörper war voller Schüsse und mein Arm. Donc il a reçu 12 balles, plein aux jambes et plein aux bras. On regarde la dernière photo, vous voyez que ses jambes intactes, son bras intact. Il y a 2 petites taches là, mais ça ne peut pas être des impacts de balles. Donc vous voyez ses jambes. En gros plan, idem. Alors le lendemain, vous voyez que sur le moment il n'a pas de sang, mais le lendemain, il a un plâtre avec du sang. Alors, on a demandé à de nombreux médecins, on n'a jamais trouvé un médecin qui nous disait qu'une blessure ouverte, ses dents pouvaient être emplâtrées. Voilà. Le lendemain, il a un autre plâtre, mais avec du sang ailleurs, vous voyez, bien rouge aussi, bien rouge vermillon. Et il a des cicatrices maintenant aux jambes. Alors, on avait un problème dans cette affaire-là, parce que quand on a contesté véritablement l'authenticité du reportage, France 2 est arrivé avec des photos du père, avec des cicatrices partout sur le corps. Et les cicatrices étaient rectilignes. Donc finalement, grâce au travail de Jean-Luc Absalem et Yehuda David, on a pu reconstituer exactement ce qui s'est passé. Cette image, l'image de France 2, a été tournée en 2000. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1992, Jamal al-Noura a été attaqué par des Palestiniens de Gaza, des gens du Hamas, qui ont dit qu'il était un collaborateur. Donc il a été attaqué à coups de couteau et à coups de hache. En 1994, il a été soigné à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv par Jean-Luc Absalem et Yehuda David. Et donc, c'est lui qui lui a donc fait toute sa chirurgie reconstructive de la main. Et donc, il a témoigné et certifié que les cicatrices, en fin de compte, ne pouvaient pas être des cicatrices par balle, mais des cicatrices de couteau, de hache ou de scalpel. On va l'écouter. לקחתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת, ניתקתי אותם מהשרירים שלהם, מכף הרגל שמאל, והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה, כמובן, זה משאיר צלקות. ולכאורה, הצלקות האלה, לפי התמונות שג'מאל דורה מציג אותן כפצעי ירי של חיילי צה"ל, לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת, רציתי להיות בטוח שאני לא טועה, התייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני. הצלקות הללו שג'מאל הדורה מציג כצלקות של פצעי ירי הם צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן, או סכין כנשק.
D'accord, donc c'est formidable d'avoir eu ce témoignage et ces déclarations, sauf que maintenant, Jean-Luc Amsalem Yehuda David a été poursuivi en diffamation, imaginez par qui? Pas par France 2, pas par Charles Anderlin, mais par le père, par Jamal Al-Doura. Donc Jamal Al-Doura, pour un article qui a été publié dans Actualité Juive, donc vous imaginez Jamal Al-Doura, Al-Gaza en train de dire Actualité Juive en français, en disant tiens, il faut que j'attaque Jean-Luc Amsalem, parce que vraiment c'est important. Et son procès aura lieu le 8 février prochain, avec Clément Veyrenal, puisque Clément Veyrenal était le journaliste qui lui posait des questions dans l'interview. Donc c'est totalement grotesque, et donc ça prouve bien que le 30 septembre 2000, Jamal Al-Doura n'a pas été blessé devant la caméra de France 2. Donc maintenant, on va voir ce qui s'est passé pour l'enfant. On va écouter ce que nous dit le père. Écoutez bien, c'est assez important, ces déclarations sont importantes. The first bullet hit him in the right knee. La première balle l'a touché au genou droit. Genou droit, souvenez-vous bien. Écoutez ce qu'il nous dit ensuite. Mohammed wurde zuerst am rechten Bein getroffen und das zweite Geschoss trat aus dem Rücken aus. Ich glaube, es waren insgesamt 3 Schüsse. Donc, il nous confirme donc la jambe droite ou le genou droit, c'est la même chose, une balle qui est sortie dans le dos et 3 balles en tout. On va écouter, regardez bien son nom, docteur Mohamed Tawil, écoutez bien ce qu'il nous dit. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Donc, une balle qui a touché Mohamed de face à la poitrine et qui est sortie dans le dos. Alors, quand on regarde bien Mohamed, on voit bien qu'à la poitrine, il n'a rien, absolument rien. Ça, c'est avant qu'il remette sa main devant les yeux. Mais vous voyez qu'en revanche, il a quelque chose dans la main gauche, de rouge, qui va déplacer, et finalement, il n'y a rien ici. En fin de compte, c'est ce qu'il a à l'abdomen. C'est un chiffon rouge qu'il a déplacé pendant la scène, soi-disant fatale, pour pouvoir ensuite le mettre. Vous voyez qu'il n'a strictement rien sur la tête pour vous faire croire qu'il a reçu une balle à l'abdomen. Et ce chiffon rouge qu'il a, s'il avait vraiment été blessé à la jambe droite, on le verrait ensuite, et sa jambe droite, il y aurait quelque chose. Or, non, ce n'est qu'un chiffon rouge qui cherche à faire croire qu'il est blessé ensuite à l'abdomen. Alors maintenant, on va écouter ce que nous dit Charles Anderlin. We got the pictures of Mohamed Al-Doura's body in the morgue of Shifa Hospital. The wounds look to me consistent with the shooting that happened that day. The kid was not shot from the back. The wound in the back is an exit wound. Donc il nous parle d'une sortie de balle dans le dos. Alors, comme vous le savez, bien évidemment, Gaza c'est une zone dangereuse, donc il y a effectivement des enfants, des adultes qui meurent là-bas, même des adolescents. Et ce que vous allez voir maintenant, ce sont les images de la morgue dont il nous parle. Mais écoutez bien ce que va nous dire le médecin, et souvenez-vous bien que le père nous a parlé de son fils qui a reçu une balle dans la jambe droite, ou alors dans le genou droit. Écoutez bien ce que dit. Donc, il y a certaines images qui sont difficiles, mais il faut les regarder et écouter ce qu'on nous dit. Following the examination, it was clear that the bullet entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Donc la troisième balle dans la jambe gauche. Et on a donc toujours quand même les 3 balles. Donc 2 balles qui sont entrées et sorties dans le dos, mais la balle dans la jambe gauche. Donc on a un problème parce que le père nous parlait de la jambe droite. Donc voilà ce que nous disent les experts balistiques près de la cour d'appel. Si la blessure au ventre avait été transficiente comme le déclare un médecin, des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur, ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage de France 2. Effectivement, vous avez vu quand l'enfant a levé le coude et baissé le coude, vous voyez que derrière dans son dos, les 2 sorties de balle, il n'y a rien. Voilà. Alors on va comparer avec une vraie sortie de balle, prise ailleurs, c'est assez moche. Vous voyez le jean, vous voyez ce que ça fait. Donc vous pouvez imaginer les projections de sang qu'il y a sur un mur derrière quand il y a ça. Alors, souvenez-vous du début du reportage de France 2, il est assez important. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. 15 heures, tout vient de basculer. Plus 45 minutes de tir, plus que vous pouvez imaginer. Donc, en tout cas, à 15 heures, tout commence. Maintenant, souvenez-vous du docteur Mohamed Tawil, il est important. L'explication a été donnée dès le lendemain du drame par le médecin qui a examiné le corps. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Voilà, donc
Mohamed Tawil nous confirme bien, France 2 nous confirme bien que Mohamed Tawil est le médecin qui a réceptionné l'enfant à l'hôpital. Maintenant, on va analyser les blessures de l'enfant et on va écouter ce que nous en dit Mohamed Tawil. Was wissen wir über Mohammeds Verletzung? Den Zeugenaussagen zufolge kann der Krankenwagen mit Mohammed und Jamal al-Dura frühestens gegen 3:30 hier im Shifa-Krankenhaus in Gaza angekommen sein. Der diensthabende Arzt erinnert sich auch an die Einlieferung eines toten Kindes, aber nicht um 3:30. Es war gegen 10 Uhr. Ich war in der Intensivstation der Notaufnahme für die Schwerverletzten. Zeitgleich, innerhalb einer Minute, wurden 2 Personen eingeliefert. Eine war ein Kind. Hinterher erfuhr ich, dass es Mohammed Jamal al-Dura war. Um 10 Uhr also will Dr. Tawil Mohammed al-Dura untersucht haben. Das aber kann nicht sein, denn da waren Vater und Sohn noch gar nicht an der Kreuzung und die Schießerei begann erst gegen 14 Uhr. Den Namen des Kindes erfährt Dr. Tawil erst im Nachhinein. Und wer ist der Erwachsene? Der andere war ein kräftiger Mann. Ich kenne ihn, weil er unser Ambulanzfahrer war. Er hatte einen Schuss in der Brust, ins Herz. Beide waren tot. Voilà, donc là on est dans l'absurde total, puisque le médecin qui a réceptionné l'enfant nous dit que les deux sont morts, qu'il a reçu une balle dans la poitrine, on voit le père vivant, il n'a même pas parlé de balle dans la poitrine, et qu'il est arrivé mort à 10h du matin. On ne peut pas être mort à 10h du matin et vivant à 15h pour faire sa scène. Vous comprenez qu'il y a un problème de temps, il y a un problème de blessure, donc on ne parle pas des mêmes. En plus, il me dit qu'il est costaud, le père de Mohamed al-Dura est assez frêle, mais il n'était pas ambulancier, il travaillait dans le bâtiment. Donc on a donc affaire à une véritable confusion. Antwort auf diese Fragen zu finden, wenden wir uns an einen der führenden Experten weltweit. Kurt Kindermann ist Gerichtsgutachter für biometrische Gesichtsvergleiche. Ihm legen wir alle Bilder vor, die Mohammed al-Dura zeigen sollen. Die Gesichter wurden vermessen und dann untereinander in diesem biometrisch-mathematischen Gesichtsvergleich noch einmal miteinander verglichen. Bei der Beerdigung gehe ich davon aus, dass es der Junge ist, der auch diese äußerst markante Verletzung im linken Augenbrauenbereich hat. Denn diese Verletzung ist deutlich auf dem Obduktionsbild zu sehen und ist auch deutlich auf dem Beerdigungsbild zu sehen. Die ist nicht erkennbar auf dem Bild der Einlieferung im Krankenhaus. Auch weitere Merkmale sprechen dafür, dass es sich bei dem obduzierten Kind nicht um Mohammed al-Dura handelt. Hier sieht man ja, dass die Augenbrauen in den Bogen verlaufen und hier sieht man, dass die flach nach oben, nach hinten verlaufen. Hier sieht man dann auch, dass der Mund diese reine runde Form hat und der hier diese geteilte Bogenform hat. Bei der Beerdigungsszene und auf dem Obduktionstisch ist es anzunehmen, dass es sich hierbei um die gleiche Person handelt. Aber nicht die hinterm Fass. Aber nicht die hinterm Fass, die deutlich jünger zu sein scheint. Voilà, donc on a confirmation de l'intuition qu'on avait, c'est donc pas le même enfant le matin à 10h que l'enfant qui tourne à 15h l'après-midi et l'enfant qui tourne les funérailles. Donc le 30 septembre 2000, Mohamed al-Dura n'a pas été tué devant la caméra de France 2. Je voudrais vous montrer les dernières secondes des rushs de France 2. Je vous souvenez, je vous ai parlé des 10 secondes où un enfant levait le coude et baisait le coude, mais je voudrais vous montrer ensuite les 3 dernières secondes qui sont assez intéressantes. Donc souvenez-vous, là l'enfant est mort, regardez bien. Donc là, vous devriez entendre des bruits de balles, mais vous ne les entendez pas. Et l'image suivante, qu'est-ce que vous voyez? Plus rien. Ni le père ni l'enfant ne sont là. Donc par miracle, ils ont pu partir. Et vous voyez que les 15 balles qui leur ont transpercé le corps, puisqu'on a demandé est-ce que les balles, est-ce que vous les avez, est-ce que on sait que les balles ont transpercé le corps du père et de l'enfant, il n'y a pas une trace de sang. Donc c'est totalement grotesque. Ça rajoute encore à la version grotesque du film de France 2.
Je voudrais vous faire écouter ce que déclarait Charles Anderlin à la RAI en mars 2010, donc il y a quelques mois. Selon toutes les informations que nous avons, les témoins, demi-douzaine de journalistes palestiniens travaillant pour des chaînes internationales qui se trouvaient sur place, selon Talal, le correspondant de France 2, qui est pour nous un témoin parfaitement digne de foi, selon ce que je connais de la position, les tirs ne pouvaient venir que de la position israélienne. Si quelqu'un peut nous amener la preuve de tirs venant d'ailleurs, on le diffusera, on s'y est engagé. Et en même temps, ce jour-là, Charles Anderlin démissionnera de France 2, ainsi que la direction de l'information de France 2. Voilà donc ce qu'il nous déclare. Maintenant, ce que je voudrais vous faire voir, donc vous avez bien vu, donc on a toutes les expertises balistiques et compagnies qui prouvent qu'aucun tir ne peut venir du côté israélien. Je voudrais que vous écoutiez Talal Abou Rahma interrogé sur justement les tirs. Ça dure un peu plus d'1 minute, mais c'est assez intéressant d'écouter. I don't know. This is a real secret for us. Yes, I'm a journalist, but as I'm telling you, it's a secret for us. We have evidence, the kind of the bullet, I filmed it, the kind of the bullet, we pick up the bullets from the wall. I don't know. You interviewed one from the general, he could tell you. Yeah, you said you interviewed Majahid. Okay, that's his fault. France do collect it. No, we have some secrets, you know, for ourselves. We cannot give anything, just everything. Donc voilà le témoin digne de foi de Charles Anderlin. Alors maintenant, sachez que 6 mois plus tard, il a fait après les faits, il est allé donner une interview, il est allé au Maroc faire une tournée, et le journal Le Matin du Sahara, du lundi 2 avril 2001, nous montre que le journaliste caméraman Talal Abou Rahma en conférence exprime sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien apporté à la cause palestinienne, et il explique qu'il a choisi le journalisme comme moyen de défendre la cause palestinienne. Donc voilà un journaliste digne de foi pour France 2. Donc la mise en scène qui fut diffusée le 30 septembre par France 2 n'est toujours pas reconnue comme telle. Pour la résumer, on a donc un père et un enfant qui auraient été selon visés pendant 45 minutes de tir, pas une seule trace de sang, et que 8 impacts de balles dans le mur et que des impacts perpendiculaires alors que les Israéliens sont en angle. On a un enfant qui est soi-disant mort, qui lève le coude et tourne sa tête en direction du caméraman. On a des monuments très importants dans le monde entier, des écoles, des rues, des bâtiments à l'effigie du père et de l'enfant. Et on a donc une décision de justice, comme je vous ai dit, j'ai gagné le procès en cour d'appel le 21 mai 2008. France 2 s'est pourvu en cassation, on attend donc le résultat. Et au mois de juin dernier, j'ai gagné un autre procès, puisque à quelques semaines avant l'issue du premier procès contre France 2, Canal+ avait fait un documentaire de 52 minutes, où j'avais vraiment été extrêmement attaqué, très fortement diffamé. Et donc j'ai poursuivi en diffamation Canal+, et ils ont été condamnés en diffamation en juin dernier. Bien évidemment, les médias n'en ont pas parlé. Avant de conclure sur quelques faits d'actualité, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui ne croient pas au fait que c'est une mise en scène? J'ai aucun problème avec ça, mais je voudrais juste savoir s'il y a des gens qui ne croient pas au fait que c'est une mise en scène, qui pensent que ces images sont authentiques. D'accord. Alors juste pour conclure, Pierre-André Taguieff, philosophe et essayiste, a publié un livre qui s'appelle La nouvelle propagande anti-juive, dans lequel il consacre 100 pages à l'affaire Al-Doura. Ce livre a été publié en mai 2010, alors que ces livres ont tous fait l'objet de recensions dans la presse, ils ont tous été annoncés dans la radio, à la télévision. La sortie de ce livre a été totalement boycottée à 100% par les médias français. Il n'y a pas eu un seul média français qui a relayé la publication de son livre. Donc c'est très probablement dû au fait qu'il a consacré 100 pages à l'affaire Al-Doura.
en nous soutenant bien évidemment. Derrière cela, le 12 juillet dernier, Jean-Pierre Blanquat, le sénateur radical de gauche de Haute-Garonne, a questionné le président de France Télévisions, Rémi Filmin. Je voudrais vous faire écouter sa question. C'est pourquoi je prends la liberté de vous parler ici d'une affaire qui me tient à cœur et qui, de mon point de vue, dure depuis trop longtemps et qui concerne France 2. Il s'agit de l'affaire de la diffusion du reportage sur la mort que je mets maintenant entre guillemets du jeune Mohamed Al-Doura, qui aurait, d'après ce reportage, été tué par une balle israélienne. Suite à ce reportage, il pèse aujourd'hui, à l'encontre de France 2, un soupçon grave d'avoir diffusé une mise en scène de cette affaire. Soupçon renforcé par le fait que cette chaîne a perdu le procès qu'elle a intenté contre l'un de nos concitoyens qui avait accusé ce reportage d'être, je le cite, une pure et simple mise en scène. J'ai récemment visionné un reportage réalisé par la chaîne publique allemande ARD, intitulé « L'enfant, la mort et la vérité », soutenant également la démonstration de la mise en scène. Pour mémoire, je rappellerai que ces images diffusées par France 2 ont catalysé la deuxième intifada, attisé la haine dans le monde musulman. Des places portent le nom de Mohamed Al-Doura, des timbres à l'effigie de cet enfant ont été créés, et dans la vidéo, Monsieur le Président, montrant la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl, on voit en fond les images du jeune Mohamed Al-Doura. Encore aujourd'hui, dans un livre de Pierre-André Taguieff, qui vient d'être édité aux Presses universitaires de France, est soutenue l'idée de la mise en scène sans que personne, à ce jour et à ma connaissance, n'ait encore porté plainte pour diffamation contre l'auteur. Il est temps que soit levée cette suspicion qui pèse sur France 2, suspicion qui est un poison pour l'esprit et qui, pour la circonstance, pourrait bafouer l'éthique de notre service public. Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous m'indiquiez, quand vous serez en fonction, ce que vous comptez faire pour redonner confiance et rétablir la vérité, puisque le mot confiance, c'est vous qui l'avez utilisé. Voilà. Il n'y a pas eu de réponse. Le président de France Télévisions a dit qu'il allait enquêter, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse. Alors, ça, c'est la revue Média. Ça a été publié en septembre dernier. Média, c'est la revue qui appartient à Robert Ménard. Robert Ménard, c'est l'ancien président de Reporters sans frontières, et c'est quelqu'un qui a toujours été assez hostile, qui m'a été assez hostile, sauf qu'un jour, il a eu la chance la possibilité de voir les images, et donc il a compris que j'avais raison, et donc il m'a permis d'avoir une interview qui fait 5 pages, où il met « France 2 raconte des bobards », et donc ça me permet, dans 5 pages, de dire toute la vérité, sans, je dirais, me contredire de quelque façon que ce soit. C'est la première fois qu'un média français grand public diffuse la vérité sur l'affaire Al-Doura. Ensuite, il y a 2 mois, Charles Bernard a diffusé un livre qui s'appelle « Un enfant est mort ». Il y a 200 pages. C'est mensonge sur mensonge plus contre mensonge. Mon nom apparaît 114 fois dans le livre, donc on peut dire que c'est beaucoup. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fin de compte, ce livre, dans lequel il a plusieurs arguments principaux, le premier argument, c'est de dire que les Israéliens le soutiennent depuis toujours, et donc c'est la preuve que je dis n'importe quoi. Et bien cet argument qu'il utilise et qu'il répète et qu'il rabâche dans tout son livre a finalement exaspéré les Israéliens qui, c'est vrai, sont restés pendant très longtemps silencieux. Et maintenant, on a obtenu il y a pratiquement 2 ou 3 semaines après les faits, une lettre du bureau du Premier ministre israélien, avec l'entête, donc ça j'ai pris ça sur l'entête de la lettre du bureau du Premier ministre, qui nous soutient, pas à 100%, mais à 90 ou 95%. Mais ce que je sais, c'est que les Israéliens continuent à travailler dessus en vue de publier quelque chose de beaucoup plus définitif là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Pour juste vous expliquer, vous avez mon email ici. Vous pouvez m'envoyer des mails très courts, que des mails courts s'il vous plaît, si vous avez besoin de documents ou quoi que ce soit. Ou si vous voulez certaines informations, contourner la censure des médias, parce que j'envoie de temps en temps, 1 fois, 2 fois par mois, de temps en temps, quand il y a des événements importants, un email, je pense que Michel peut le confirmer, j'envoie quelques fois, voilà, monsieur Nadal peut le confirmer, j'envoie, par exemple, quand il y a eu la vidéo du sénateur Blanquat, quand il y a eu la publication du livre d'Anderlin, quand il y a des choses comme ça, ça me permet, c'est mon seul moyen pour moi de contourner la censure. Donc si vous m'envoyez un lien, un email, je vous mets dans la liste d'amis et vous recevez comme ça de temps en temps des infos. Et il faut diffuser sur les infos. Merci. Au revoir.